Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes locales et régionales. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Dans ce journal, vous verrez comment en Nouvelle-Aquitaine, on ne mégote pas sur la prévention contre le tabagisme des femmes enceintes. Un reportage à suivre de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Alors que le nucléaire est au cœur de tous les débats, une équipe de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord, est allée à Laon rencontrer des producteurs de biogaz. Vous verrez ce reportage dans un instant. Et puis dans ce journal, on vous montrera, grâce à nos confrères de La Dépêche du Midi, comment les seniors peuvent continuer à voyager tout en restant bien installés confortablement dans leur fauteuil. Enfin, pour ceux qui se seraient fait la promesse en ce début d'année de reprendre la pratique d'un sport, à la fin de ce journal, 8 Mont-Blanc vous en fera découvrir un accessible aux plus réfractaires. Vous allez voir. Voilà, on démarre ce journal avec toujours et encore la cigarette. On ne le répétera jamais assez, c'est un véritable fléau. Plus particulièrement d'ailleurs chez les femmes enceintes. Les chiffres du ministère de la Santé ne trompent pas. 17,8% d'entre elles fument toujours au 3e trimestre de leur grossesse. Ce chiffre passe à 20% en Nouvelle-Aquitaine, où un dispositif a été mis en place il y a un peu moins d'un an. Il faut bien le dire, il doit être efficace, il a l'obligation de l'être. Explication à Arcachon de Florian Sabatier de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Au centre hospitalier d'Arcachon, un projet de recherche a été mis en place en février 2020 sur le sevrage tabagique des femmes enceintes. Près de 240 000 femmes de la région de Nouvelle-Aquitaine accouchent, dont 20% sont des fumeuses. Jusqu'alors, les professionnels de santé n'interrogeaient pas leurs patientes sur leur statut tabagique. Avec le projet 5 Aquitaine, les professionnels de santé sont plus à même de demander si leurs patientes fument et de les aider à arrêter tout en évaluant leur situation pas à pas. Pour le professeur François Alla, cet outil est un vrai plus pour tous, pour les acteurs de la santé, mais aussi les femmes enceintes. Que tous les professionnels aient à disposition les ressources qu'il y a dans leur territoire qui peuvent mobiliser au service des femmes enceintes et qu'on s'assure ensuite de l'effectivité et du suivi de ces femmes au cours de la grossesse. Et c'est ce que nous avons testé sur le territoire d'Arcachon avec de très bons résultats, 25% de fumeuses en moins au cours de notre expérimentation en 2020, début 2021, et nous espérons le mettre en œuvre dans toute la Nouvelle-Aquitaine. En France, la consommation tabagique est très importante vis-à-vis de nos voisins européens. Plus précisément, la Nouvelle-Aquitaine est la 3e région de l'Hexagone qui fume le plus. Grâce à ce suivi plus personnalisé des fumeuses, on réduit considérablement les délais de consultation pour les aides. Pour Marion Lefebvre, cette méthode 5 Aquitaine permet de suivre l'évolution des patientes avant, pendant et après la grossesse. Je trouve que les résultats sont plutôt encourageants et j'espère que ça va tendre à se pérenniser davantage. Alors, la rechute est très fréquente et fait partie de la maladie puisque ça reste une pathologie addictive et la rechute fait partie du processus. Donc oui, ça arrive fréquemment. Le tout, c'est qu'elle soit capable après de rebondir et de revenir me voir. Et c'est déjà arrivé. À l'aide de cette méthode, les résultats prometteurs du centre hospitalier d'Arcachon ont donné l'idée de réaliser les 5K dans l'ensemble des maternités de la région Nouvelle-Aquitaine, car rappelons-le, le tabagisme passif des enfants peut accélérer le potentiel de diabète, d'obésité ou encore d'accident vasculaire cérébral. Comme je vous le disais dans les titres de ce journal, il se peut que vous ayez entendu déjà parler du biogaz, ce gaz écologique produit à partir de la méthanisation de matières organiques, des céréales par exemple, ou même des bousses de vache. Explication près de Laon, dans les Hauts-de-France, avec Jérôme Houbron de la chaîne WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Henri Lecomte est agriculteur près de Laon. Non loin de son exploitation, il a développé il y a un an une nouvelle activité, la production de biogaz. Ça, ce sont des issues de céréales, en l'occurrence des follicules de maïs. C'est un coproduit qui provient de la production de céréales que nous faisons sur nos exploitations agricoles. Et donc c'est la matière organique végétale qui est ensuite introduite dans le méthaniseur pour produire du biogaz. Cette unité de biométhane fait partie des 51 présentes en Hauts-de-France. Chaque heure, elle produit 20 gigawatts de biogaz traités sur place via ce poste d'injection. De quoi alimenter en énergie verte près de 1700 foyers des communes alentours et certains véhicules, réduisant de 80% leurs émissions de CO2. Ce poste, avant injection de ce gaz vert dans le réseau, permet de le contrôler en permanence, de l'odoriser, puisque c'est une obligation réglementaire, mais aussi de le compter et surtout d'en assurer la régulation, c'est-à-dire que ce biogaz, ce biométhane, est prioritaire sur le gaz naturel qui circule sur l'ensemble du réseau.
Des pommes de terre non commercialisées fournies par la grande distribution, de la pulpe de betterave ou encore des intrants issus de cultures intermédiaires. Pour produire cette énergie, Henri Lecomte incorpore dans ses cuves 60 tonnes de matière organique végétale. Si l'implantation d'un tel dispositif peut parfois subir les critiques de la part des riverains, pour l'agriculteur, la méthanisation est un cercle vertueux. Nous alimentons la population, qui est notre métier premier. Nous captons du carbone, nous produisons de l'énergie et en fin de cycle, nous pouvons épandre le digesta, donc qui est un coproduit de la méthanisation. C'est un engrais 100% naturel et local qui est réintroduit sur nos parcelles agricoles pour les fertiliser. Selon une étude de GRDF, 80% des habitants des Hauts-de-France seraient prêts à consommer le gaz issu d'unités de méthanisation. Mais le sujet reste sensible, la majorité des projets de méthaniseurs font aujourd'hui face à l'hostilité des riverains. Voilà, nous partons maintenant pour les Antilles, à Saint-Pierre en Martinique, faire la connaissance de Grégory Assad. C'est un talentueux styliste qui est promis, vous allez le voir, à un bel avenir. Tom Gagnon de VIA TV l'a rencontré dans ses ateliers sur place. Une première collection présentée à Paris en juin dernier. 34 looks différents pour plus de 100 pièces. Vêtements, accessoires, chaussures. À seulement 22 ans, Grégory Assad déborde d'énergie et surtout d'idées. En fait, j'innove, on va dire, l'accessoire avec des matériaux qui ne sont pas forcément utilisés pour faire des sacs. Là, on a en fait deux principes de sacs qui sont comme des buns, en fait des clutches. Donc du coup, qui sont deux postiches, normalement de mariés, de cérémonie, en fait, que j'ai accumulés parce qu'ils sont symétriques, donc j'ai pris le même. C'est dans cet atelier niché à Saint-Pierre que le jeune créateur se réfugie lorsqu'il n'est pas à Paris. Ici, avec l'aide de plusieurs couturières, il planche sur ses futurs projets et confectionne des pièces uniques. Mais au fait, c'est quoi le style Assad ? Donc c'est quelque chose de très personnel, donc je pense que le mot personnel c'est important dans cette réponse parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est propre, c'est-à-dire que je puise dans ce que moi j'ai vécu, dans mes origines, dans les archives de mon pays et autres, que je vais mixer avec autre chose qui n'est pas forcément affilié à ça. Les couleurs, les tissus, les formes, mais aussi des époques et des thématiques singulières pour réinventer la mode. On a énormément de richesses ici en Martinique, surtout par rapport au madras, par exemple, qui est l'un des exemples phares qu'on peut citer et qu'on retrouve dans mon travail. Après, oui, j'aime beaucoup les années 70. Il y a certains photographes que j'aime énormément, comme notamment Malik Sidibé, qui a essentiellement nourri ce début de collection avec ses portraits en noir et blanc. Le styliste ne s'accorde aucun moment de répit. Il prépare d'ores et déjà un nouveau projet sur un thème qu'il préfère garder secret. La prochaine fois, il aimerait faire le défilé sur ses terres natales, en Martinique. Tout à fait autre chose dans l'actualité pour améliorer la mémoire et la capacité d'attention. Rien ne vaut une bonne petite partie d'échecs. Jeu qui a connu un regain d'intérêt avec le succès sans précédent de la série Le Jeu de la Dame, diffusée sur Netflix. Eh bien, l'école élémentaire Marcel Pagnol à Coignières dans les Yvelines a, elle, décidé de joindre l'utile à l'agréable en proposant des cours d'échecs à des élèves de CM2, auxquels Céline Charles de TV78 a tendu son micro. Regardez. Entraîné par le joueur et animateur diplômé de la Fédération française des échecs Claude Chéron, ces élèves de CM2 s'adonnent une fois par semaine à un cours un peu original, des parties d'échecs. Après une présentation théorique sur un échiquier mural, les élèves se lancent en duo, une initiative qui semble plaire à ces enfants. J'adore ce jeu parce que je le fais depuis que je suis toute petite. Je joue avec mon grand-père. J'adore, mais parfois, quand je ne sais pas quoi faire, c'est stressant parce que j'aime pas trop perdre. C'est très important de faire ce genre de jeu, surtout qu'ils ne sont plus habitués à jouer, moins habitués à jouer à des jeux de société, et surtout des jeux de société de ce niveau qui sont vraiment complexes. Un jeu qui possède de nombreux bénéfices. Il invite les élèves à la réflexion, la stratégie ou encore la mémorisation. C'est un jeu de stratégie et aussi c'est des réflexions, tu dois réfléchir avant de jouer. Et du coup ça t'aide aussi dans les devoirs. Je trouve on s'amuse beaucoup avec nos amis, on joue ensemble et ça nous aide à réfléchir, à nous concentrer. Certains élèves surprennent. Victor peut selon ses camarades faire un échec et mat en 4 coups, dit le coup du berger. Espoir de la classe, il est souvent sollicité par l'animateur pour enseigner aux autres. Il a vraiment
un quotient qui lui permet donc d'apprendre aux autres élèves. Et je compte sur lui parce que ce garçon, il m'aide déjà dans cette activité pour montrer aux autres. Le 22 mars prochain, les élèves affronteront à domicile les champions de France sortants lors du championnat scolaire académique d'échecs. Voilà, dans un canapé, on peut jouer aux échecs, on peut également, depuis peu, voyager grâce à la réalité virtuelle. Comme je vous le disais dans les titres, cette résidence pour personnes âgées de Toulouse l'a expérimentée. Résultat, des seniors totalement conquis par leur découverte. Ils en parlent à Mathis Gardan de la Dépêche du Midi, regardez. Eh bien, on l'apprécie beaucoup plus parce que c'est sûr que nous, on sait bien qu'on ne sortira pas, qu'on n'ira pas. Donc il faut qu'on reste quand même avec l'impression qu'on a vu quelque chose. Ça, c'est une invention merveilleuse. J'avais l'impression que vraiment on allait partir et puis qu'on ne s'arrêterait pas. Ce n'est pas évident d'être en classe et d'être un enfant dyslexique. Alors regardez ce reportage de Vosges Télévision. Daniel Rogovitz s'est mis à leur place le temps d'une journée. Regardez. Toute ressemblance avec des personnes ne serait pas fortuite, car c'est le but de cette classe reconstituée par 2 associations de parents dans les Vosges, qui proposaient récemment à Rambervillers à des enseignants et accompagnants d'élèves en situation de handicap de découvrir ce que veut dire être atteint d'un ou plusieurs troubles 10. Troubles du langage écrit par exemple, comme la dyslexie, dysorthographie et dysgraphie, qui se manifestent par des confusions et inversions de sons et de lettres, une écriture lente ou illisible. Pour en prendre la mesure, il faut se prêter à un jeu écrire avec un gant, par exemple, et la main inverse à sa pratique normale. On peut en sourire, mais c'est l'enfer au quotidien pour les enfants qui en souffrent. Ça demande beaucoup de concentration. C'est pas du tout évident. Je crois que si j'étais en classe, je rendrais le tablier au bout d'une demi-journée. Là, c'est sur 15 minutes. Si c'est sur 2 jours, moi, ça ferait longtemps que je crois que j'aurais quitté l'école. Là, on est à peu près au milieu de la séance. Mais vous allez voir, à la fin, les gens sont épuisés. Rien que sur le secteur de Rambervillers, il serait 250 enfants dyspraxiques. Le terme qui englobe tous ces troubles 10. La science les explique par des problèmes de coordination motrice d'origine développementale. Ces enfants n'ont pas de retard intellectuel, mais sombrent souvent dans l'échec scolaire, faute d'une école adaptée à leur handicap. Un enfant qui a des troubles 10, s'il a les aménagements qui conviennent, oui, il peut rester dans sa classe. Des aménagements avec une personne pour les aider ou un ordinateur. La médiathèque de Rambervillers a également investi dans l'achat d'une centaine de livres adaptés aux apprentissages des enfants 10. On s'est rendu compte qu'il y avait une très grosse demande et très peu d'offres finalement. Donc on s'est dit c'est l'occasion. On connaît des enfants atteints de troubles 10 devenus célèbres, Bill Gates, Spielberg, Lewis Hamilton ou Agatha Christie pour ne citer que. Les associations vosgiennes qui se battent pour les enfants et les adultes 10 car les troubles sont durables, demandent juste à l'éducation nationale plus de moyens et la formation des enseignants. Et maintenant, dans ce journal, je vous propose de découvrir l'histoire de Sayad, un journaliste afghan qui a fui son pays et qui s'est installé dans les Yvelines. Il a accepté de se raconter devant les caméras de Célia Gatsongo et de Bixente Merien Santisteban de TV78, la chaîne des Yvelines. Depuis juin 2021, Sayed travaille dans cette ressourcerie à Saint-Arnoux en Yvelines. Ici, il récupère des appareils électriques, les nettoie et les revend. Une activité bien loin de son métier d'origine. Sayed est afghan. À Kaboul, il était journaliste pigiste pour plusieurs télévisions locales. Il a aussi travaillé avec la Croix-Rouge d'Afghanistan. J'ai fait un film documentaire, vidéo, publicité. J'ai fait un montage aussi. Mais quand je suis allé à un autre village pour le faire le vidéo pour le documentaire, j'ai utilisé mon téléphone. Avec la caméra, ce n'était pas possible parce que les talibans, si les talibans vu ça, ça sera un problème pour moi. En décembre 2018, il retourne dans la province de Nimroz, dans le sud-ouest de l'Afghanistan. Là où les talibans y font leur loi, il est alors accusé d'espionnage, le début des problèmes pour Sayed. Espionne pour travailler pour les autres pays, donc je dis non, c'est pas vrai. Donc, alors elle cassait mon caméra, elle prit mon téléphone. Après cette altercation, Sayed repart à Kaboul, mais les menaces de mort continuent. Il est désormais dans le viseur des talibans. Le 10 février 2019, il tente même de le kidnapper en pleine rue. C'en est trop pour Sayed. Le 12 février, il quitte l'Afghanistan en laissant sa femme et ses 2 enfants.
J'ai pris beaucoup d'argent pour personne, m'a pris de l'Afghanistan à Pakistan, après Iran, après Turc. J'arrive au mois de mars 2019, j'arrive en Allemagne. Après, elle m'a mis dans un centre d'urgence de réfugiés en Allemagne. Pendant 5 mois, après 5 mois, elle m'a dit « Ok, tu peux aller où tu veux ». Sayed choisit donc la France, un long périple administratif débute. Il dort sous une tente porte de la Chapelle à Paris. 2 mois plus tard, il rejoint le centre d'hébergement d'urgence de Bonnel. Il obtient alors le statut de réfugié en décembre 2020. À 33 ans, Sayed attend maintenant que sa famille obtienne un visa pour venir en France. Cachée, elle est toujours menacée de mort à Kaboul. Un tout autre sujet dans ce journal. 1 an après avoir pris sa retraite de footballeur, on retrouve Loïc Perrin, l'ancien capitaine de l'AS Saint-Étienne, en producteur de vin. Sa cuvée s'appelle numéro 24, du numéro qu'il portait du temps où il était sur le terrain de football. Et il explique à Anthony Verpillon de TL7, la télévision de la Loire, comment il en est arrivé là. J'ai eu un beau cadeau de fin de carrière de la part de mes proches. En fait, c'était de venir faire un assemblage ici à la vinifacture. Donc j'ai proposé à Pierre Mick de s'associer sur une cuvée qui serait vinifiée à Saint-Étienne, parce que je trouve que le vin, c'est aussi une histoire. Il y a le produit forcément qui est à l'intérieur, et puis c'est aussi une histoire. Une cuvée que Loïc Perrin veut 100% ligérienne. L'assemblage des raisins est venu de Malval, sur des domaines qui font du Côte-Rôtie et du Saint-Joseph. Un travail éloigné du quotidien de Loïc Perrin jusqu'à présent. Mais c'est vrai que là c'était sympa, on allait chercher la matière première, le jus, donc avec la camionnette de Pierre Mick, on l'a rempli dans des gros bidons de je sais plus combien de litres, ça faisait 500 litres je crois. Et une partie de sa reconversion à laquelle on ne s'attendait pas forcément, même si le capitaine emblématique des Verts a toujours voué une passion pour le vin, malgré sa carrière de joueur pro. Je crois que j'ai commencé quand j'avais à peu près 18 ans, alors avec mon père qui buvait un petit peu à table, et puis en fait tu commences à goûter, je crois qu'on a tous commencé comme ça. Après déguster du vin, c'est pas aussi de se mettre une grande tôle, donc voilà, ça n'a jamais fait de mal. D'ailleurs, alors moi à mon époque c'était fini, mais je sais que dans certaines mises au vert, dans certains clubs, à une époque, la veille des matchs, les joueurs avaient le droit à un verre de vin. Ça n'a jamais fait de mal à personne, au contraire ça fait plaisir, ça permet de se sentir bien. Avec modération ? Toujours avec modération. Toujours. Un vin qu'il faudra garder quelques semaines, idéalement. La cuvée numéro 24, ça sera beaucoup les volailles, parce que du coup c'est une belle syrah qui est sur le fruit, les épices douces, donc les volailles sans problème. Certains poissons, si vous avez envie de casser un petit peu les codes, ça fonctionne. Les fromages bien sûr. Et puis bien sûr le bœuf, mais pas trop de sauce. L'idée c'est de garder, je pense, le goût du produit brut. C'est un peu l'idée de cette cuvée, c'est de retrouver le fruit sans trop de matière, de bois. Voilà. Comptez 17 € la bouteille, à boire tout de même avec modération. Et maintenant, on ouvre une page sport dans ce journal avec du football, et plus précisément avec le comportement délétère de certains supporters et malheureusement de certains joueurs. Face aux incivilités, la Ligue de football d'Occitanie a décidé d'agir. Détail de leur plan d'action dans ce reportage de Justine Barrault pour Via Occitanie. Plaisir, respect, engagement, tolérance, solidarité, ce sont les valeurs qu'affiche le club de football de Fabrègues sur ses terrains. Depuis le début de la saison pourtant, le manager sportif de la formation amateur constate une montée des incivilités lors des matchs. Le problème de l'incivilité, c'est qu'au départ, ça commence par des mots, et le moment où ça déborde, où il y a des gestes, de la violence, comme on a pu voir dernièrement dans la région, aux côtés de Marseillan, avec l'arbitre qui se fait frapper et qui en vient à dire maintenant je n'arbitrerai plus. Oui, ces incivilités-là, c'est des choses qui s'engendrent et qui montent, qui sont à bannir du football. Une urgence à lutter contre les incivilités, c'est le constat qu'a d'ailleurs lancé la Ligue de football d'Occitanie dans un communiqué paru le 1er décembre. Depuis, l'instance régionale met en place un plan d'action encadré par un référent des actions éthiques, un tout nouveau poste créé il y a seulement 2 semaines. Aujourd'hui, nous, on a renseigné l'Observatoire des comportements. C'est ce qui englobe toutes les incivilités qu'on va avoir sur le territoire au niveau du football. L'Observatoire des clubs, aujourd'hui, nous permet de faire ressortir peut-être 3 ou 4 clubs dans lesquels on a plus de problèmes que d'autres et sur lesquels il est obligatoire aujourd'hui de mener des actions pour les accompagner. Ces actions au sein des clubs avec l'aide d'arbitres, d'éducateurs et de délégués font partie des 3 nouvelles mesures instaurées par la Ligue. Des mesures déjà appliquées dans certains districts.
Au niveau du district des PO à Thuir, on a organisé une réunion entre entraîneurs et arbitres avec la présence d'un entraîneur professionnel, Jean-Marc Furlan, l'entraîneur de la JOCR, qui est venu un petit peu dédramatiser, dépassionner le débat et permettre de créer un dialogue qui soit plus sain. À l'image des débordements dans les stades de Ligue 1, le football amateur n'est donc pas épargné par les incivilités. Le 2 décembre, la commission de discipline de la Ligue a sanctionné un joueur de 18 mois de suspension pour une tentative de coup envers un officiel. Voilà, tout à fait autre chose dans ce journal. Vous allez le voir, le château de la Roche-Guyon dans le Val d'Oise a encore bien des secrets à nous révéler. Mais il faudra attendre sa réouverture en 2023 après quelques travaux. Des rénovations que Michael Joly de Via 95 nous détaille. Regardez. Du château de la Roche-Guyon, le grand public connaît le donjon, le jardin potager ou encore les casemates, fortifications aménagées par les Allemands pendant l'occupation. Mais l'édifice cache au public encore plusieurs secrets. Au-dessus de la cour d'honneur, cachée par la végétation, se trouve l'entrée d'une vaste pièce troglodytique. À l'intérieur, un réservoir pouvant contenir 300 000 litres d'eau. Un espace aménagé au XVIIIe siècle par le duc de la Rochefoucauld au même moment que le jardin anglais et le jardin potager. Le château, comme tout lieu, a besoin d'eau. Donc, il y a ce réservoir d'eau dans la falaise est créé en détournant, ou en tout cas en utilisant une source d'eau qui est sur le plateau à Chérence, à 4 km de là. Donc, il y a tout un réseau d'adduction d'eau qui amène l'eau. L'eau est stockée dans le réservoir et elle vient ensuite alimenter le lavoir du château, la fontaine du village et puis les bassins du potager fruitier d'un côté et de l'autre, la grande cascade du jardin anglais. Une pièce que le château souhaite ouvrir au public d'ici 2023. Une collecte de fonds en ligne a été lancée. Objectif, obtenir 10 000 €, 1/8 du coût total des travaux à réaliser pour la rendre accessible. L'objectif, c'est de rouvrir un accès par l'intérieur qui existe, mais qui s'est partiellement rebouché avec les années. Donc il faut effectivement dégager l'accès, ensuite remettre le niveau de sol au niveau où il était au XVIIIe siècle, parce qu'évidemment il a remonté depuis. Et puis ensuite, il faut recréer les ouvertures et surtout faire un aménagement à l'intérieur pour que le public puisse y entrer, parce qu'évidemment, c'était pas prévu pour qu'on aille le visiter. La cagnotte est ouverte jusqu'au 4 janvier prochain. Pour l'heure, elle affiche un peu plus de 600 €. Le château compte également sur l'État, la région et le département pour financer le chantier. Et puis pour terminer ce grand journal, on reste dans le sport, mais cette fois-ci le sport pour amateurs. Ceux qui envisageraient de reprendre des activités physiques après ces périodes de fête, mais qui détesteraient la course à pied, eh bien il existe la marche nordique qui présente bien des atouts. Et Victoria Lopez de 8 Mont-Blanc a suivi pour nous un groupe de marcheurs plutôt en forme. Regardez. On met du mouvement dans les bras. 18h30 près de la rivière du Fier à Annecy. C'est l'heure de l'échauffement pour ce groupe de marcheurs. Ils font partie du club de la SPTT et pratiquent un sport de plus en plus répandu. La marche nordique a été créée dans les années 1920 en Finlande par les skieurs finlandais qui, à cette époque-là, lorsqu'il n'y avait pas de neige pour pouvoir s'entraîner au ski, ont mis au point cette marche-là. Je dirais que la technique de la marche nordique vient en fin de compte du pas alternatif en ski de fond. Et donc c'est arrivé dans les années 90 en France et c'est actuellement en pleine expansion. Après l'échauffement, c'est parti pour plusieurs kilomètres de marche rythmée. Ce soir-là, la cadence est fixée à environ 6 km/h. Contrairement à la course à pied, la marche nordique n'entraîne pas de choc. Elle permet de développer ses fonctions respiratoires et cardio. Véritable sport à part entière, il se pratique avec 2 bâtons, un outil essentiel. Donc le but, j'ai mon bras qui est le long de mon corps. Je vais avancer mon bras devant. Et dès que je vais être devant, je vais appuyer fort sur mon gantelet. Le gantelet, c'est ce qui entoure la main, entre l'index et le pouce. Ce club compte environ 30 adhérents. La plus jeune des membres a 28 ans. J'aime pas la course à pied, mais j'aime bien marcher. Alors je cherchais un sport aussi à l'extérieur où je pouvais prendre l'air et sans trop souffrir. La convivialité, c'est bien le maître mot de cette pratique sportive. Après la journée de travail, on a rendez-vous pour aller marcher en groupe avec un coach, avoir une dynamique, respirer, être dehors, à l'extérieur. Non, c'est un bien-être.
La marche nous permet aussi de discuter, donc c'est très convivial, oui. Le petit groupe se retrouve ainsi 2 fois par semaine pour des séances nocturnes d'1h30 dans des lieux propices autour d'Annecy. 2 samedis par mois, des sorties nature sont aussi organisées. Pas de prérequis particuliers pour adhérer, l'activité est accessible à tous, quel que soit l'âge. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.